your back? Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. Bon bah, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première édition de RSB for Change. On va aujourd'hui parler de notre première conférence interactive, qui se veut interactive, sur le sujet des limites écologiques, des enjeux écologiques et des limites planétaires. C'est la première édition du cycle S'informer. Je vous le rappelle que le club RSB for Change a gabarisé, designé un certain nombre d'événements, de conférences, de tables rondes, de manière assez logique, en se disant que d'abord, il fallait informer les gens, les citoyens, les professionnels, les étudiants, d'un certain nombre de limites planétaires et d'enjeux écologiques, pour ensuite les inspirer, leur montrer ce qui marche bien et ce qui peut être intéressant pour eux dans leur vie, pour enfin les emmener à un passage à l'action de manière très concrète. Donc on va découper l'année, voire même les années, ça peut être étiré sur beaucoup de temps, il n'y a aucun problème là, pour pouvoir passer à l'action in fine, mais pour bien passer à l'action, il faut avoir bien compris les enjeux dans lesquels on s'ancre aujourd'hui d'un point de vue de la société. Donc on va parler aujourd'hui des limites planétaires, on va parler des contraintes écologiques, on va parler de l'écologie, du cadre dans lequel on est aujourd'hui. Et je vais vous faire utiliser un outil que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Bicast. C'est un outil qui se veut interactif, c'est le titre de la conférence, donc on va jouer le jeu jusqu'au bout. Donc je vais vous envoyer un lien et vous allez me retrouver, et vous allez vous retrouver vous aussi, les uns et les autres, sur un nouvel outil que vous allez pouvoir ouvrir soit avec votre smartphone si vous êtes plus à l'aise avec, soit avec votre ordinateur directement. Donc le lien, vous allez le retrouver dans le chat. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour cliquer sur ce lien. Je vois arriver les gens là au fur et à mesure. Vous êtes 5, 6, 7, 8, ça monte très très vite. N'hésitez pas à me dire si vous expérimentez un problème avec l'affichage de Bicast. Et on essaiera de trouver une solution. Ok. Donc l'équipe, je vous invite, donc l'équipe, on va dire pilote RSB for Change, n'hésitez pas à renvoyer ce lien de temps à autre pour que les personnes puissent utiliser et ne pas revenir dans les archives des messages du chat. Alors, ok. Est-ce que ça va pour vous? Je vois que vous êtes 37 actuellement sur la présentation. Vous allez pouvoir rester dessus. Vous pouvez à ce stade couper votre caméra si vous le souhaitez, si vous êtes plus à l'aise. Et puis si vous souhaitez alléger de la bande passante, on sait que c'est exponentiel en ce moment, donc n'hésitez pas. Alors, on est sur la première étape, enjeu écologique, 45 minutes pour tout comprendre. On va essayer, vous allez voir, c'est très condensé, ça va être assez rapide. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Et ça va vous permettre, globalement, de repartir avec des choses très concrètes. J'aimerais d'abord, en avance de charge, vous poser cette première question. Quel est votre niveau de connaissance sur les enjeux de transition? Où est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que c'est plutôt bien? Vous êtes à l'aise? Vous connaissez déjà pas mal de choses? Dans ce cas-là, vous pouvez vous mettre plutôt vers le 5-6. Le 6, c'est là où vous êtes le plus élevé. Vous considérez que vous êtes vraiment bien, très à l'aise sur les enjeux de transition. Ou à l'inverse, vous commencez à grenouiller dans cet écosystème et vous commencez à vous poser des questions, mais vous êtes au début de votre réflexion. Ok, donc on est sur une note de 3,49, c'est très précis, donc plutôt au milieu. Vous sentez que vous avez une certaine appétence, mais vous n'êtes pas encore totalement à l'aise avec le sujet. Très bien, bon, on va essayer de voir un peu ce que ça peut donner au fur et à mesure. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous l'aviez vu dans le programme, on va travailler sur les ordres de grandeur. C'est quelque chose de super important aujourd'hui pour envisager une transition de manière concrète et efficace. Il faut avoir les ordres de grandeur en tête. On va travailler autour de quiz, donc ça vous permet d'avoir une dynamique d'apprentissage qui est dynamique et qui vous permet derrière de mémoriser des choses plus facilement. On va faire également un petit détour sur les accords internationaux et la place de la France dans ces différents accords internationaux. Comment on se place, nous, en tant que citoyens français, mais comment aussi l'entité intégrale de la France se place vis-à-vis des autres pays. L'objectif de cette conférence interactive, c'est de vous faire repartir avec un baluchon de connaissances et d'informations que vous allez pouvoir traîner absolument partout en société pour pouvoir briller ou pas, ou simplement commencer à interagir et sensibiliser également vos proches et votre entourage. Bien, alors pourquoi je me présente devant vous aujourd'hui? Eh bien, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que moi aussi, j'ai effectué ma transition. J'ai changé complètement d'activité et j'ai, comme vous, comme la plupart d'entre vous, je le suppose ici, traîné les bancs de RSB, donc Grand School of Business.
Aujourd'hui, je travaille dans le milieu de la transition. J'accompagne plutôt les collectivités, les élus, les écoles, les entreprises à envisager de réduire leur empreinte et d'avoir un impact positif sur le monde. Donc, j'ai fondé Essaim d'avenir. Mais avant ça, j'ai aussi travaillé dans des écosystèmes, disons, plus technophiles, toujours été passionnée de technologie, donc j'ai plutôt traîné les bancs de ce genre d'entreprise avant de me tourner vers l'économie circulaire. Et aujourd'hui, eh bien, je grenouille aussi dans cet écosystème de plein d'entités différentes que sont Printemps écologique, la Fresque du climat et d'autres organisations pour lesquelles je suis facilitatrice et je les accompagne soit bénévolement, soit en tant que prestataire. Donc c'est avec ça que j'interviens ici aussi avec mon baluchon de connaissances et j'ai une soif insatiable de plein de domaines différents tels que la coopération, tels que les changements de comportement, les récits et l'art en général. Ok, autre question. Qu'est-ce que l'écologie pour vous? Question très vaste, vous me direz. Je suis assez d'accord avec ça. Qu'est-ce que l'écologie pour vous? Est-ce que c'est un concept nébuleux? Vous pouvez envoyer des mots, des expressions, des choses qui pour vous vraiment définissent cette écologie. Ça peut être des éléments factuels naturels, ça peut être des modes de pensée, ça peut être une référence. Et donc là, vous voyez, chaque personne qui intervient sur Bicast va être affichée en direct sur le nuage de mots. Si vous voulez que certains mots soient accentués, il vous suffit simplement de noter de nouveau le même mot qu'une personne a déjà indiqué. Donc là, vous voyez, nature prend davantage de place dans le nuage de mots. On a des choses intéressantes. Ok, on va se laisser peut-être encore 5 secondes et ensuite on va essayer de figer pour avoir une certaine image de ce que pourrait être l'écologie pour vous. Ok. Alors les mots qui sortent le plus, ici on a plutôt nature, environnement, respect de l'environnement, transition, biodiversité, développement durable, conscience aussi, planète, nature, protection de notre terre. Ok, très bien. Donc, vous avez une certaine idée de l'environnement avec des concepts qui sont très différents qui vont nous permettre de vivifier la définition qu'on pourra en avoir ensuite. Alors, la définition officielle de l'écologie, je vous la présente parce qu'on a tendance à l'oublier. Il y en a plusieurs. Hein. L'écologie, c'est un amas nébuleux avec beaucoup d'idées reçues, beaucoup de manières de penser. Mais il y en a quand même une définition dans le dictionnaire. Et c'est celle-ci. L'écologie est l'étude des milieux où vivent les êtres vivants, ainsi que des rapports de ces êtres avec le milieu. Bon, c'est un peu plus verbeux, je suis bien d'accord. Mais derrière cet imaginaire, derrière cette manière d'envisager l'écologie, il y a quelque chose de très important, c'est la science. C'est la science qui régit la forme d'écologie, l'écologie, et ce qui régit les règles aussi de notre planète. Pourquoi je vous mets en exergue cette information? Eh bien simplement parce qu'aujourd'hui, on a une manière d'envisager l'écologie qui est plutôt de l'ordre du langage courant. Donc dans le langage courant, l'écologie, ça reprend pas mal de choses que vous veniez de préciser avant, qui sont tout à fait vraies hein, par ailleurs. C'est que l'écologie rentre très vite dans un espèce de dogme, presque une doctrine qui vise à intégrer et à favoriser un meilleur équilibre entre les êtres humains et leur environnement. Donc ce sont des choses vraies. Mais néanmoins, avec cette définition-là, il peut y avoir un problème qui émerge très rapidement, c'est celui du fait que ce soit une étiquette facultative, qu'on soit peut-être pas obligé de respecter ce cadre-là. Mais l'écologie, c'est un cadre, c'est un tas de contraintes, ce sont des choses, ce sont des limites planétaires que l'on connaît très bien aujourd'hui, et une manière d'envisager notre rapport au monde. Donc on va essayer de dérouler le fil avec cette définition qu'on vient d'avoir en tête. On va essayer d'aller un peu plus loin et reprendre un peu de hauteur sur ce qui régit le monde aujourd'hui. Je vous laisse prendre un peu de hauteur, prendre peut-être quelques secondes, fermer les yeux et réimaginer, une bonne fois pour toutes, ce que représente la planète aujourd'hui. La planète, si on reprend un peu le sujet réel, c'est quand même un amas rocheux qui se trouve virevolté dans un espace absolument gigantesque, tout à fait noir, assez vide in fine. Et on a plein de sphères qui constituent cette planète Terre. Ces sphères qui ont mis 4,6 milliards d'années à émerger. Vous le saviez peut-être pas, mais vous le savez maintenant. 4,6 milliards d'années, c'est ce qui a permis à la planète Terre d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc évidemment, elle a subi tout un tas de phases successives. Elle a subi des extinctions, elle a subi des phases où la température était extrême, des phases également où l'atmosphère n'existait pas ou très peu, l'effet de serre en tout cas n'était pas favorable, donc la Terre a été tantôt boule de glace, tantôt boule de feu. Aujourd'hui, on a un écosystème plutôt favorable et plutôt stable. Et cette planète, elle est constituée de plusieurs sphères que vous avez ici sur la gauche.
Donc la première sphère, c'est la lithosphère. La lithosphère, ce sont donc la représentation par les continental ecosystems que vous avez ici sur le graphique. Eh bien, c'est simplement le manteau de la planète qui est aujourd'hui surexploité. On est à la fois par les activités des humains, mais par aussi toutes les activités d'extraction. Donc ce manteau de la planète, il est très fertile. Il nous permet de vivre, il nous permet de manger, il nous permet de nous nourrir. C'est de ça qu'on permet d'extraire tout ce qui nous nourrit aujourd'hui. Mais également nous fournit en métaux, en sable également pour toutes nos constructions, mais aussi en pétrole. On a aussi l'hydrosphère. L'hydrosphère, c'est assez simple, ce sont toutes les eaux de la planète. Donc vous avez là-dedans les lacs, les océans, les rivières, et aujourd'hui, cette hydrosphère, toutes ces eaux de la planète, veulent être assez altérées par les activités des humains, à la fois par une forme de dévitalisation des eaux, mais aussi par toutes les pollutions et l'acidification qu'on pourrait y retrouver. Viennent ensuite, je vais parler de la cryosphère là tout de suite. Donc la cryosphère, ce gros mot, simplement, ce sont les glaces de la planète. Ces glaces, eh bien, elles sont constituées des banquises, des calottes glaciaires, des glaciers, donc ce sont des territoires qui sont plutôt grands sur la planète et qui nous permettent d'avoir un équilibre énergétique également. Dit de manière très concrète, vous savez, toutes et tous, je vous apprends rien ici en disant que les glaces fondent plus vite que que les scientifiques avaient aussi imaginé il y a quelque temps. Au moment où on vient fondre les glaces, il faut imaginer qu'on va remplacer des surfaces blanches, donc très claires, avec une capacité de réfraction de la lumière très élevée, et remplacées par des surfaces très sombres. Donc les glaces de la planète, les surfaces blanches, permettent d'avoir un équilibre énergétique plutôt stable. Moins on a de surfaces blanches, et plus il fait chaud plus rapidement. C'est ce qu'on appelle un effet d'emballement. Une boucle de rétroaction positive. Vous avez également l'atmosphère, tout ce qui constitue le autour de la planète et qui est constitué également de différentes couches. Et enfin, la biosphère, qui constitue tout le vivant que l'on retrouve sur les territoires. Donc ça, ce sont toutes les sphères. La biosphère, ce sont à la fois les humains, les animaux, les plantes. Donc c'est vraiment un amas de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses qui dérèglent les écosystèmes. On va parler de dérèglement climatique, on va parler de perturbation des sols, on va parler potentiellement de pesticides, on va parler d'artificialisation, mais on va aussi parler d'un phénomène qui est souvent méconnu, ou en tout cas qui fait face à beaucoup d'idées reçues, qui est le dérèglement climatique. Ici, vous voyez le fonctionnement de l'effet de serre. Donc ce que vous avez sur cette slide, c'est le Soleil qui frappe la planète de ses rayons lumineux toutes les secondes, toutes les heures, toute la vie. Et une certaine quantité de ces rayonnements solaires, grâce à l'effet de serre, c'est une forme de couverture que l'on a autour de la planète, eh bien, on va en conserver une partie. Sans cet effet de serre, on aurait une température beaucoup plus froide sur Terre, de l'ordre de -18 à minima. Grâce à l'effet de serre qu'on a depuis un certain nombre de millions d'années aujourd'hui, eh bien, on conserve une certaine quantité de l'énergie reçue par le Soleil. Donc super, l'effet de serre, c'est génial, ça nous permet de connaître la vie florissante telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais aujourd'hui, par nos activités, eh bien, on en engendre un poil trop. Donc nos activités, vous les avez sur la gauche, hein, vous avez l'industrie qui est fortement émettrice de gaz à effet de serre, l'agriculture, le transport, tout ce qui nous permet de nous chauffer mais également de nous climatiser, et également la déforestation. Déforestation, ça engendre aussi des émissions de CO2 puisque les arbres qui absorbent du CO2 durant toute leur vie vont le dégazer au moment où on va les brûler. Donc ces activités humaines engendrent des gaz à effet de serre qui vont venir se stocker tout autour de la planète et qui, in fine, vont faire augmenter la température sur Terre. Puisque là, on vient de comprendre que cet effet de serre nous permet de conserver l'énergie du Soleil grâce à toutes les molécules à propriétés réchauffantes. Donc depuis l'ère industrielle, on a déjà pris 1 degré. Donc 1 degré, c'est par rapport à la température moyenne sur Terre. Je vous laisse répondre peut-être dans le chat si vous avez l'occasion. Est-ce que vous connaissez la température moyenne sur Terre ? Et on y reviendra tout à l'heure. On parle ici de planètes et de limites planétaires. Ce que vous voyez ici sur cette slide, ce sont les graphiques de The Great Acceleration. C'est un rapport qui a fait beaucoup de bruit à l'époque lorsqu'il est sorti et qui nous permet de mettre en exergue l'empreinte que l'on a sur le monde, les activités socio-économiques des humains en fonction du temps et leur très forte accélération depuis 70 ans à peu près.
Donc, ce que vous avez sur la gauche, ce sont ces courbes exponentielles à tout va, que vous voyez absolument partout, qui concernent à la fois l'explosion de la population, l'explosion des zones urbaines, l'explosion des télécommunications, l'explosion également des transports, mais également de l'utilisation de l'eau, etc., etc. Donc, depuis le début de l'ère industrielle, eh bien, l'empreinte que l'humain a sur son environnement, sa transformation également, a littéralement explosé. Ça a des impacts, évidemment. Ça a des impacts, et c'est ce que vous voyez sur la droite. La planète, forcément, réagit, il y a des choses qui se passent, et on a notamment, vous le voyez, le premier graphique dont on va parler, c'est l'explosion du CO2, dioxyde de carbone. On a plein d'indicateurs comme ça qui s'emballent, à la fois au niveau des gaz à effet de serre, à la fois sur des propriétés qui nous sont essentielles, les propriétés de stabilité de l'océan par exemple, mais également toutes les choses chimiques qui nous permettent d'avoir une certaine stabilité sur Terre. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment l'emballement général résiduel des activités des humains sur Terre. Donc ça, c'est ce qui s'appelle the Great Acceleration. On atteint un certain nombre de limites planétaires aujourd'hui. C'est là où on va en venir, et vous avez sur ce graphique ces différentes limites qui sont représentées. Alors vous en avez un certain nombre qui ont déjà été dépassés ou qui sont en phase de l'être. On a déjà 3 des 9 indicateurs qui ont été dépassés. Donc parmi les plus urgents, les plus importants à ce stade, on a tout d'abord l'érosion de la biodiversité. Cette biodiversité, elle souffre d'un manque de diversité aujourd'hui, d'un point de vue génétique également. Vous le voyez sur la partie gauche. Ça, on sait qu'on a déjà atteint un seuil qui fait partie des seuils les plus critiques que la planète ait pu observer depuis toutes les phases d'extinction qu'elle a expérimentées. C'est à ce stade l'effondrement de la biodiversité la plus rapide que la planète ait eu à voir depuis qu'elle existe, depuis 4,6 milliards d'années. Donc la perturbation du cycle du phosphore, qui est un élément essentiel à toute forme de vie qui pousse sur Terre. Le phosphore, c'est vraiment essentiel pour que les plantes poussent et nous permettent de nous nourrir in fine. Ça a atteint également un seuil assez critique. Vous le voyez, ça a déjà été dépassé. Ça fait partie des 3 indicateurs dépassés. Mais également la perturbation du cycle de l'azote. Vous voyez par ailleurs que le changement climatique est en phase d'arriver à quelque chose de plutôt rouge. Donc on sait déjà qu'on nous emmène petit à petit vers un risque d'emballement avec des boucles de rétroaction positives dans tous les sens. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cet effet albédo avec les rayonnements solaires sur les surfaces blanches. Ça, c'est un des types d'emballement climatique, donc de boucles de rétroaction positive à laquelle on peut s'attendre. Dans le système climatique, il y en a plein. On pourrait vous évoquer par exemple le permafrost, qui est une autre boucle de rétroaction positive. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc là, ce sont des choses qui existent, qui ont été schématisées, je crois, à partir de 2009, donc là, mis en image en 2015. Ça nous permet de mesurer un peu là où on se trouve vis-à-vis de nos activités et vis-à-vis des indicateurs clés pour permettre un équilibre de vie soutenable. Ce que vous voyez en vert, c'est le cadre dans lequel l'humain est censé être pour pouvoir avoir une certaine stabilité, pour pouvoir permettre de se projeter dans un certain nombre d'années. La déstabilisation de ces écosystèmes-là engendre des problèmes systémiques. Ce que ça dit, cette phrase un peu complexe, c'est que lorsqu'on touche à un indicateur, on va avoir des effets d'emballement et des effets de chaîne qui vont ensuite altérer d'autres indicateurs. Tout ça, c'est un entremêlat de plein de choses différentes, de plein d'écosystèmes qui se parlent. Et le fait de tirer le fil d'un certain type d'écosystème, eh bien, ça peut avoir des effets bien plus long terme et bien plus corrosifs sur d'autres qu'on n'aurait peut-être pas présagés dans un premier temps. Alors, on parle des limites planétaires. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce principe de dépassement des limites. Alors, on sait, chaque année, tristement, ça fait un peu la une des journaux, la une des journaux télévisés, on a ce fameux mois du dépassement. Ce fameux mois du dépassement, il caractérise le jour où on considère que l'humanité, par le biais de ses activités, a utilisé toutes les ressources disponibles de la planète. Donc les ressources disponibles qui sont capables de se revitaliser ensuite, donc de se régénérer. Donc à votre avis, à quel mois de l'année, actuellement, dans le monde, eh bien, on dépasse ces ressources disponibles? Vous allez avoir plusieurs propositions. Est-ce que c'est plutôt en mars de l'année qu'on a utilisé toutes nos ressources? Est-ce que c'est plutôt en août, en septembre ou en novembre? Qu'en pensez-vous? Je vous laisse quelques secondes pour ça. Anna, c'est à l'échelle de la planète ou la France? Là, c'est à l'échelle de la planète. Merci.
Ok. On va terminer l'activité. C'est effectivement en août, bien vu, c'est en août, c'est quand même très rapide, mais on a gagné quelques semaines, on a gagné 3 semaines exactement, donc là c'est pour l'année 2020. Donc en 2020, en août, on a utilisé toutes les ressources de la planète. Évidemment, en fonction de là où on se trouve dans le monde et en fonction du pays dans lequel on vit par rapport à notre mode de vie, eh bien cet indicateur change de manière très importante. En France, si on avait tous le mode de vie des Français à l'échelle de la planète, ce serait plutôt en mai. Donc ça signifie que si tous les humains étaient des Français avec leur mode de vie, en mai, on aurait utilisé toutes les ressources de la planète. On voit sur le graphique de gauche qu'aujourd'hui, on est plutôt en fin août. Et bien l'année dernière, c'était 3 semaines de moins. Donc on avait utilisé les ressources 3 semaines en avant. Donc ça, c'est évidemment lié au Covid, au contexte sanitaire, du fait qu'on ait réduit nos activités. Et donc on a eu un cadre un peu plus contraint. Donc ça a un peu baissé. Mais néanmoins, la tendance reste la même. On voit que depuis les années 70, il y a une accélération extrêmement significative du grignotage de ces ressources et on prend de moins en moins de temps dans l'année aujourd'hui pour pouvoir tout utiliser. Vous voyez sur la droite tous les pays en fonction de leur jour du dépassement. Vous voyez qu'il y a des différences très très significatives. On va faire un bond sur un autre sujet maintenant, mais qui est quand même très très lié. On parle ici de dépassement, on parle de dérèglement climatique. Je vous ai dit qu'on allait également parler de biodiversité. Cet effondrement de la biodiversité, ce n'est pas un fin mot, ce n'est pas quelque chose qui est exagéré aujourd'hui, c'est quelque chose de scientifiquement prouvé. On est capable de mesurer à quel moment on détermine qu'on fait face à une extinction de masse. Donc j'aimerais vous poser cette question. Quel est le pourcentage, à votre avis, des vertébrés qui s'est éteint depuis les années 70 ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est plutôt 20%, 40% ou 60%? Je crois que vous êtes sur un classement sur ce graphique. Ok, bon, là vous devez les classer, donc simplement mettez la proposition qui est à votre avis la plus sûre d'être la bonne. Et vous la placez en premier et on verra ce que ça donne ensuite. Donc là vous êtes 30 à avoir répondu. Ok. Bon, forcément, la bonne réponse était 60%. Il y a un souci dans ce graphique, mais enfin, dans cette manière de répondre, et ce n'est pas un problème. La réponse est 60%. Elle est très significative, 60%. On parle de plus de la moitié des vertébrés qui se sont éteints depuis les années 70, avec une très très forte accélération depuis ces 2 dernières décennies. Les vertébrés, c'est ce qui constitue une manne très importante du vivant aujourd'hui. On a des amphibiens dedans, on a tout ce qui constitue un animal avec une colonne vertébrale, donc on a des oiseaux, on a vraiment beaucoup de choses qui rentrent dans cette famille d'animaux. Donc on est sur cette fameuse phase, cette fameuse extinction de masse aujourd'hui. Les autres extinctions qu'on a pu expérimenter dans l'histoire de la planète oscillaient entre 30 et 95% des espèces qui avaient été éradiquées. Donc ça vous donne un peu, ça vous permet d'avoir un parallèle. Autre question, j'espère qu'on ne sera pas sur un classement cette fois. Quel est le pourcentage des écosystèmes terrestres qui est aujourd'hui altéré? Donc je précise, si vous avez besoin de plus d'informations, cette question, elle demande, à votre avis, sur d'un état normalement naturel d'écosystèmes terrestres, quel pourcentage de ces terres ont été changées, artificialisées, déforestées, utilisées en terres agricoles? La question vise à répondre à ça. Est-ce que c'est plutôt 25, 35, 55 ou 75? Ok, on a une petite dizaine de personnes qui n'ont pas répondu. Je vous laisse répondre. Ne trichez pas sur Google. Ok. Bien vu, c'est 75%. 75% des terres sorties des océans, encore visibles aujourd'hui, qui ne sont pas sous le niveau de l'eau, ont été altérées par les activités des humains. Donc ça inclut plein de choses, hein. Ça inclut les bâtiments, ça inclut les routes, ça inclut la déforestation, ça inclut le fait d'utiliser ces terres pour pouvoir nous nourrir in fine, le fait d'y mettre des animaux, enfin voilà, tous les changements d'utilisation des sols sont inclus dans ces 75%. Ça, c'est à l'échelle de la planète. Encore une fois, en fonction de là où on se trouve sur Terre, il y a des différentiels assez importants.
Mais en tout cas, en moyenne, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Donc ça vous laisse imaginer aussi à quel point l'humain a une capacité de transformation de son environnement et à quel point ça s'est passé très très vite. En l'espace de 70 ans, on a littéralement changé la face de la planète aujourd'hui. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut permettre à l'humain de transformer son environnement aussi vite? Qu'est-ce qui, depuis l'ère industrielle, depuis ses débuts, a permis à l'humain d'aller aussi rapidement dans sa transformation de l'environnement, dans sa capacité à aller aussi vite, aussi loin? Ok, je vous laisse répondre. Donc, même phénomène, hein, si vous accentuez un mot, ou si vous voulez le faire, eh bien, il vous suffit de le répéter et d'écrire le même terme. Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir faire fonctionner votre jus de cerveau. Ok, donc on a 20 personnes pour le moment qui ont participé à cette activité. On a déjà des choses qui se dégagent. Bien vu, c'est très intéressant. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, vous aviez dit que vous étiez plutôt 3,5 à peu près sur votre connaissance au niveau de la transition. Donc là, on va parler de transition énergétique. Bien vu, je vois que le pétrole est en plein milieu, suivi de énergie, qui, à mon avis, si le terme avait été écrit de la même manière, aurait pris la plus grosse place. L'énergie, effectivement. L'énergie, c'est quelque chose qui nous permet de transformer notre environnement de manière extrêmement significative. Depuis l'émergence de l'humain et de sa capacité à utiliser des outils, on a essayé d'optimiser de plus en plus cette chose-là pour nous permettre de décupler notre propre énergie. On est passé d'une énergie musculaire, on a utilisé petit à petit l'énergie du feu, qui a été une grande révolution, mais également on a fini par utiliser aussi la traction animale. Et puis on a utilisé petit à petit d'autres formes d'énergie. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous questionner aujourd'hui. Puisqu'on sait qu'on en utilise beaucoup et que c'est une source principale pour nous permettre d'aller aussi loin et aussi vite, j'aimerais vous demander quelles sont les 3 sources d'énergie les plus utilisées dans le monde, à votre avis. Donc là, vous pouvez les sélectionner et en choisir 3. Est-ce que c'est plutôt le gaz, l'énergie éolienne, le pétrole, l'hydroélectrique, le nucléaire, le charbon ou le solaire? Vous pouvez en sélectionner 3 pour les mettre en exergue. Ok, je vous laisse encore quelques secondes pour que les derniers puissent répondre à cette question, qui est quand même très importante. Encore une fois, c'est à l'échelle du monde. Ok, j'ai terminé l'activité. Alors, voyons voir les réponses. On a quelques bonnes réponses. Effectivement, le gaz, le pétrole et le charbon. Vous avez été quand même quasiment 36% à avoir dit le nucléaire. Eh bien, le nucléaire n'est qu'une toute petite partie de ce qui nous permet de nous approvisionner en énergie et en électricité sur Terre. C'est effectivement le cas en France parce qu'on a un mix concernant l'électricité qui est très focalisé sur le nucléaire. En revanche, à l'échelle de la planète, c'est pas du tout le cas. À l'échelle de la planète, on utilise majoritairement pour toutes nos activités, à la fois l'électricité, mais également les transports, l'agriculture, etc., l'industrie surtout, le gaz, le pétrole et le charbon. Une autre question en lien avec celle-ci, à votre avis, quelles énergies, au pluriel, ont le plus augmenté ces 20 dernières années? C'est une échéance de temps qui, cette fois, est bien plus courte. Voyons voir. Les énergies qui ont le plus augmenté ces 20 dernières années, eh bien là, vous voyez, il y a une répartition qui est très, très équilibrée. On voit que vous êtes quand même beaucoup à mettre en avant le charbon, le pétrole et le gaz, qui sont la bonne réponse. Hein. Le charbon, le pétrole et le gaz sont les 3 énergies qui ont le plus augmenté ces 20 dernières années. Donc c'est un peu antinomique parce qu'on entend beaucoup parler de cette fameuse transition énergétique, le fait de remplacer des énergies fossiles et mettre à la place des énergies plus propres, en tout cas à bas carbone. Sauf qu'en réalité, l'éolien, le solaire, l'hydroélectrique et le nucléaire ne sont qu'une très très maigre partie de l'énergie que l'on utilise aujourd'hui. Et aujourd'hui, on investit toujours plus dans les énergies fossiles que dans les énergies renouvelables. Là, vous avez donc l'évolution de la consommation d'énergie. Donc vous l'avez dans ce graphique, vous voyez de manière très précise à quel point les énergies fossiles ont augmenté et à quel point les autres énergies augmentent, varient. On voit notamment que le nucléaire a une faible baisse,
mais qui s'est transcrit par une augmentation des énergies fossiles derrière. Donc on a amenuit la quantité d'énergie nucléaire que l'on a utilisée, mais ça a été au détriment des énergies fossiles, parce qu'on les a réutilisées de nouveau. Donc on voit aussi que le solaire, toutes ces énergies dites renouvelables, dont on parle beaucoup maintenant, ne font qu'une toute petite partie du mix énergétique mondial que l'on a aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui prend beaucoup de place, mais qui représente assez peu de la réalité énergétique du monde. Ok. Pour vous donner un peu l'idée de ce que ça représente, parce que c'est toujours très dur de se dire on utilise autant de barils de pétrole, ça nous permet d'avoir autant d'énergie sur Terre. C'est très complexe à tâter. Et donc pour se rendre compte un peu, on va essayer de parler du pétrole plus spécifiquement, que l'on connaît beaucoup aujourd'hui et qu'on utilise depuis quelques décennies maintenant. À votre avis, quelle est la quantité de barils de pétrole qui est produite chaque jour, produite ou consommée? C'est à peu près, on va émettre l'hypothèse que c'est à peu près équivalent. Je vous laisse répondre à cette question. Ok, donc je vois que la réponse se tourne plutôt vers du 50 millions, ce qui est déjà pas mal, 50 millions, on va pas se le cacher, sauf que la réalité, vous êtes 8 à y avoir répondu, c'est plutôt 100 millions. Donc 100 millions de barils de pétrole, c'est très difficile, on ne se rend pas trop compte de ce que ça représente. Eh bien, ça représente l'équivalent d'une piscine olympique, une piscine toutes les 30 secondes, ce qui est pas mal. Donc une piscine olympique remplie de pétrole toutes les 30 secondes. C'est une première manière de voir la chose. Une deuxième manière, ce serait de la calculer lorsqu'on empile des barils de pétrole et qu'on essaye de remplir la distance que l'on a entre la Terre et la Lune en empilant des barils de pétrole. Eh bien, en 5 jours, on aurait rassemblé ces deux astres en barils de pétrole. Donc ça vous laisse imaginer à quel point la consommation d'énergie et la consommation du pétrole est gigantesque aujourd'hui. En 5 jours, on a rattaché la planète Terre et la Lune en empilant ces fameux barils. Donc là, on se rend compte du gigantissime et à quel point on est totalement dépendant, à la fois dans nos économies, mais dans nos différentes activités, de cette énergie. Si on l'utilise par ailleurs, c'est parce qu'elle est extrêmement concentrée et très puissante. Donc ça nous permet de transformer notre environnement très très vite avec un gain de place assez significatif. Bon, on le sait aujourd'hui, ces énergies fossiles sont à la base de ce qui émet des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, c'est ce qui engendre ce qu'on a vu tout à l'heure, le dérèglement climatique, parce que quand on va entrer en combustion, on va faire entrer en combustion ces énergies fossiles, que ce soit le gaz, le pétrole ou le charbon, eh bien ça va émettre des gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone. Donc ça, on le sait, ça fait déjà un certain nombre d'années que c'est un problème. Il y a eu d'ailleurs plusieurs échéances significatives à l'échelle des différents États. On a eu le premier rapport important qui a été le rapport Meadows, qui a mis en exergue justement cette empreinte de l'humain et tous les risques qu'on pouvait engendrer par la suite. La création du GIEC, qui est très important aussi, qui a été créé notamment par l'ONU, qui a été créé par l'ONU, pas notamment, en 1988, et qui a permis d'année en année de peaufiner et de mettre à jour toute cette littérature scientifique, de la rassembler et de créer un consensus international. Donc ça permet d'avoir une base sur laquelle prendre des décisions et éclairer aussi les différents États, mais également les entreprises. Ensuite, en 1997, on a eu le protocole de Kyoto, la conférence de Copenhague, le 5e rapport du GIEC. On en est là aujourd'hui, on en est au 5e rapport du GIEC, il y en a un tous les 7 ans. Et on a eu plus récemment cette fameuse COP21 qui a pris place à Paris, qui a célébré ses 5 années d'existence, il y a quelques mois d'ailleurs. Alors, à l'issue de cette COP21, tous les États étaient ravis, tout le monde était d'accord d'avoir enfin trouvé un accord, d'être sur une trajectoire positive et de savoir où aller de manière très concrète. Donc, les États étaient revigorés avec une feuille de route très concrète. Et aujourd'hui, lorsqu'on place ces différents accords, ces différents rassemblements internationaux sur une courbe, on peut la mettre en exergue des émissions de CO2, anthropiques évidemment, donc liées aux des activités humaines. Donc on voit que ces bulles bleues que vous aviez précédemment qui représentent les accords internationaux, lorsqu'on les fixe sur cette courbe, eh bien on se rend compte que chaque accord n'a jamais permis d'inverser la tendance. On émet toujours plus de gaz à effet de serre et de CO2 d'année en année, malgré les accords internationaux. Les seules fois, par ailleurs, où on a pu réduire nos émissions de gaz à effet de serre et être sérieux vis-à-vis des enjeux qu'on s'est fixés,
eh bien, ça a été lors de moments qu'on n'a pas pilotés. Ça a été des moments qu'on n'a pas choisis. On a eu des grandes dépressions économiques, des chocs pétroliers, des crises financières et plus récemment, la crise du Covid. Donc tout ça, ça nous a permis, de manière non souhaitée, de réduire une partie de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc j'aimerais vous poser cette question, parce que c'est quand même important, ça a pris place sur le territoire français en plus. Que vise, selon vous, à atteindre l'accord de Paris de 2015 ? Il y a plusieurs possibilités. Donc c'est un accord d'un point de vue de tout ce que les États ont ratifié. Est-ce que c'est plutôt limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés à 2100 ? Est-ce que c'est limiter le réchauffement climatique à 5 degrés en 2100 ? Donc 5 degrés, c'est par rapport, vous le savez maintenant, par rapport à la température moyenne sur Terre qui est de 15 degrés. Limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré à échéance 2050. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, on voit que les courbes sont en train de s'ajuster. Déjà, je constate que vous êtes plutôt pas d'accord sur le fait que ce soit 5 degrés. Personne n'a répondu ça. C'est déjà une bonne chose. Est-ce que c'est plutôt 2 degrés en 2100, 1,5 degré en 2050 ? Ok. Je vais clore l'activité. Bravo aux 15 personnes. Vous êtes quasiment 40% à avoir répondu limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés à échéance 2100. Donc ça, c'est ce à quoi engage tous les pays d'ailleurs qui ont ratifié l'accord de Paris. Alors, ça paraît loin, 2100, en réalité, quand on se penche un peu sur la réalité, c'est après-demain, 2100, c'est dans pas si longtemps que ça. Pas non plus 15 générations qui nous séparent de ce moment-là. Donc c'est limité en dessous de 2 degrés par rapport à la température moyenne sur Terre, mais, précise l'accord de Paris, faire son maximum pour rester en dessous de ces 1,5 degré. Et la différence entre 1,5 degré et 2 degrés, elle est immense, parce qu'à 1,5 degré, on conserve les États insulaires, à 2 degrés, on les a plus, ils seront sous les eaux. Ça vous donne déjà un ordre de grandeur de ce que ça peut induire, une différence de 0,5 degrés, qui paraît être très peu. En réalité, ça change beaucoup. Pour se rendre compte de la vitesse de transformation, je vous laisse faire encore un petit exercice de visualisation. Imaginez-vous, il y a 10 000 ans, durant la précédente ère glaciaire. Donc, il y a 10 000 ans, la planète était en partie recouverte de glace. On était capable de traverser la Manche à pied parce que le niveau, la glace, les océans étaient davantage glacés et on avait un niveau de l'eau qui était 120 mètres plus bas. Déjà, les différences planétaires, différences d'écosystèmes est extrêmement significative. Donc, à votre avis, entre maintenant et la précédente ère glaciaire, quelle était la différence de température ? Quel était l'écart moyen entre ces deux époques ? Est-ce que c'était plutôt 20 degrés ? Est-ce qu'on a 20 degrés de différence entre maintenant et la précédente ère glaciaire ? Est-ce que c'est plutôt 15 ? Est-ce que c'est plutôt 10 ou plutôt 5 ? Qu'en pensez-vous ? Ok, je vais clore l'activité. Vous pouvez répondre encore quelques secondes. Qu'est-ce que ça donne ? C'est très très étonnamment équitable entre les différents écarts de température. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, c'est super intéressant. Donc certains d'entre vous, c'est vraiment très équitable, 19 répondants pensent que c'est 20 degrés, 15 degrés, 10 degrés ou 5 degrés. On est quand même sur une minorité du dernier. Et bien la différence de température n'était que de 5 degrés. Entre maintenant et la précédente ère glaciaire, il n'y a que 5 degrés de différence. Donc ça signifie qu'il faisait 10 degrés en moyenne sur Terre. Et les propriétés planétaires étaient totalement différentes, je le rappelle. Le niveau de l'eau, le fait que beaucoup de terre était glacée. Donc vous voyez, plus 5 degrés, on peut imaginer ce que ça peut donner, vu qu'on sait qu'avec moins 5 degrés en moyenne sur Terre, on a des propriétés planétaires qui sont diamétralement opposées à ce qu'on expérimente aujourd'hui. Donc plus 5 degrés, ce sont des territoires désertiques qui avancent, ce sont des problématiques d'aridité en chaîne, et ce sont surtout des canicules, des vagues de canicules sans précédent, des problématiques de rendement agricole, des problématiques d'accessibilité à l'eau, etc., etc., évidemment de la fonte des glaces, qui est la chose la plus visible dans l'immédiat. Alors, pour éviter tout ça, on s'est fixé des objectifs, on l'a vu tout à l'heure, l'accord de Paris en fait partie, limiter ce dérèglement climatique et atténuer le réchauffement climatique. L'enjeu, il est sans précédent, mais il faut qu'il y ait des jalons intermédiaires pour que ce soit crédible, parce que 2100, la problématique, c'est qu'on n'est pas capable, en tant qu'humain, de se projeter parfois aussi loin, et donc il faut qu'on ait des étapes intermédiaires. Donc ça signifie que pour être sérieux et pour qu'on puisse atteindre cet objectif, il faut qu'on ait atteint le zéro net
entre 2040 et 2055. Donc le zéro net, ça signifie qu'on atteint la neutralité carbone. Ce concept de neutralité carbone, il est très important parce qu'il dit qu'on ne doit pas émettre plus de carbone sur Terre que ce que les puits de carbone naturels, par exemple les océans ou les forêts, sont capables d'absorber. Donc ça signifie qu'on arrête de déséquilibrer les propriétés atmosphériques de la planète pour limiter le dérèglement climatique, donc réduire la température. Donc c'est une marche à franchir qui est assez balèze, on ne va pas se le cacher, c'est atteindre le zéro net d'ici 2040. On a pas mal de choses à faire entre-temps. Donc c'est un enjeu systémique qui touche 100% des humains, ça n'est jamais arrivé, on n'a jamais eu de challenge aussi important à essayer de résoudre tous ensemble. Et ça peut avoir des impacts, ça a déjà des impacts à tous les niveaux, à la fois des niveaux sociaux, à la fois des niveaux de problématiques de biodiversité. Et c'est un enjeu qui est essentiel parce que ça touche justement tout le monde, ça va toucher toutes les activités des humains, quelles que soient les industries dans lesquelles on peut œuvrer au quotidien et les industries auxquelles on fait appel quand on fait nos activités d'humains. Donc on a pas mal de choses à faire. Donc à votre avis, d'ici combien de temps la France elle-même, là j'en reviens à la France spécifiquement, elle s'est engagée à atteindre cette fameuse neutralité carbone? Qu'en pensez-vous? Quand la France s'est dit, nous, on doit atteindre la neutralité carbone? Est-ce que c'est 2030, 2050, 2070 ou 2100? Ok, on est sur des réponses un peu moins équitables que tout à l'heure. Le contraste 2050 est assez net, donc effectivement c'est 2050. 2050, la France a ratifié via sa stratégie dite nationale bas carbone, qui a émergé à l'issue de l'accord de Paris. L'accord de Paris a pris place. À la suite de ça, des experts et des personnes du gouvernement se sont rassemblés pour pouvoir mettre en place cette feuille de route qui permet de savoir où aller et être sérieux pour atteindre cette neutralité carbone à échéance 2050. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est également quelque chose de visible. Si vous souhaitez le consulter, c'est disponible sur Internet sans problème. Et ça nous permet d'avoir cette ligne de conduite à laquelle on peut s'attendre si on veut être sérieux et ratifier de manière correcte ce qu'on a accueilli sur notre territoire en 2015. Ok. Mais alors pour faire ça, comment on fait concrètement? Nous, les Français, on en est où? Combien, nous, en tant que Français, de combien on doit diviser notre empreinte carbone pour pouvoir l'atteindre, cette neutralité? À votre avis, est-ce que les Français doivent diviser leur empreinte carbone par 2, par 5 ou plutôt par 10? Qu'en pensez-vous? Ça se bataille un peu. Je vois que la division par 10 reprend un peu de galon. Suivi de très très près par la division par 5. Ok, vous êtes 40 à avoir répondu. 41, très bien. Bien vu! La majorité l'emporte. C'était effectivement divisé par 5. Division par 5, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une marche à franchir assez balèze. Et ça correspond à peu près à ça. En France, aujourd'hui, un Français moyen, on est capable de peser en équivalent carbone, c'est les activités qu'il engendre chaque année. Donc un Français moyen pèse 12 tonnes d'équivalent CO2 chaque année, entre 11 et 12 tonnes. Donc, cette année, on a réduit un peu, aussi lié à la baisse de l'activité par rapport au Covid, qu'on a très très vite rattrapé au moment où on a relancé les activités. Mais la marche à franchir, c'est bien ça, c'est de passer de 11 à 2 tonnes pour être dans l'équité climatique, à savoir chaque personne humaine en France n'a pas plus qu'un autre. Donc ça veut dire qu'on doit être à 2 tonnes maximum. Donc vous voyez que la division, elle concerne absolument tous les secteurs d'activité. Elle concerne évidemment la mobilité, le logement, la manière de se chauffer, la quantité d'énergie que l'on utilise, l'alimentation. Nos modes d'alimentation sont aujourd'hui très carbonés, mais également des optimisations au niveau des services publics. Il y a pas mal de choses à faire. Donc ça va nous occuper pas mal de temps. Et pour être compatible avec cette ambition de rester en dessous des 2 degrés, on sait qu'on doit peser 2 tonnes. Donc c'est facile à retenir, 2 degrés pour 2 tonnes, c'est plutôt simple. À échéance 2050. La manière de l'atteindre l'est un peu moins, même si on s'est donné une feuille de route. On a tout un tas de choses qui nous permettent de réduire de manière drastique, mais on a encore beaucoup de choses à équilibrer et à choisir aussi à l'échelle des États aujourd'hui. Chose qu'on ne fait pas forcément de manière suffisamment rapide. Alors,
j'aime beaucoup cette image, même si elle est un peu déprimante, on ne va pas se le cacher. Cette image, moi, m'a beaucoup marquée, donc j'avais envie de vous la présenter. On évoque évidemment beaucoup, c'est le cœur de nos vies, on ne va pas se le cacher, depuis quasiment 1 an aujourd'hui, le Covid. Le Covid, c'est quelque chose qui a complètement mis à l'arrêt l'ensemble de nos activités, tout notre imaginaire de liberté, toute notre capacité à nous mouvoir sur les territoires et à faire ce qu'on avait besoin de faire. Derrière ça, on sait très bien déjà que, en fonction des choix de société qu'on va faire, mais qu'on risque une récession économique qui va être parmi les plus impressionnantes. Mais tout ça n'est rien, c'est ce que symbolise cette image, tout ça n'est rien par rapport au dérèglement climatique et à ce que ça peut engendrer en termes de perturbations, à la fois sur les écosystèmes, sur la biodiversité, sur les humains et évidemment sur tous nos socles économiques qui sont forgés aujourd'hui. Évidemment, s'il y a des problématiques en chaîne de dérèglement climatique, la biodiversité s'éteint de plus en plus. Et puisque chaque humain et chaque vie aujourd'hui est entremêlée avec d'autres, on est totalement dépendant de ce qui est fourni sur Terre, et c'est aussi une manne économique qu'on ne valorise pas forcément, eh bien, on peut s'attendre à ce que ce soit une vague un peu trop importante pour nous. Bon, fort heureusement, il y a plein de choses qui s'esquissent, il y a plein de choses à faire, il y a plein de possibilités, et il y a une théorie que moi j'aime beaucoup, c'est la théorie du donut. Peut-être que vous connaissez cette théorie. Eh bien, cette théorie, elle vise à reprendre tout ce cadre des limites planétaires que l'on connaît aujourd'hui, que l'on est capable de scientifiquement mesurer aussi, d'année en année, de mois en mois, et d'essayer d'inclure les activités humaines dans ce cadre qui serait notre cadre de contrainte. C'est aussi comme ça qu'on travaille, par exemple, la prospective. On essaye de se dire, moi j'ai envie d'aller jusque-là, comment je fais rétrospectivement pour pouvoir faire les étapes intéressantes et importantes qui permettent d'arriver à ça. Mais évidemment, il y a toujours des contraintes à prendre en considération, des aléas internes, externes, etc. Je pense que pour les personnes en école de commerce, il y a des choses comme ça qu'on a beaucoup travaillé, et ça en fait partie. En réalité, c'est un cas d'usage qui est très concret. Donc on a une certaine quantité d'eau sur Terre, un certain nombre d'humains aussi qui doivent l'utiliser, un certain nombre d'autres espèces. On a des choses qui ont trait à la résilience, à l'éducation, à la manière d'envisager la politique, les services de santé, les emplois. Tous ces éléments de la vie peuvent être imaginés de manière plus prévoyante, plus prévenante vis-à-vis de la stabilité des écosystèmes. On sait qu'on on peut rester en dessous d'un certain seuil d'utilisation des espaces, un certain seuil de pollution, un certain seuil de dérèglement climatique et de réchauffement de la température. Voilà, aujourd'hui, on a des besoins sociaux qui sont discutables, intéressants. On a un certain cadre, un certain imaginaire de notre vision du confort, qui est devenue une norme très rapidement. Je veux dire que chaque année, on se crée une nouvelle norme par rapport à ce qu'on s'était donné l'année précédente. Enfin, on accentue d'année en année nos besoins. Sauf que derrière, on se confronte à ce fameux plafond écologique. Et donc, il faut réussir à trouver un juste milieu entre ces deux indicateurs qui s'appliquent absolument à tous les domaines de l'existence. Pour vous donner une information là-dessus, il y a des villes qui essayent d'établir leur stratégie bas carbone, leur stratégie écologique, notamment la ville d'Amsterdam qui commence à esquisser quelque chose autour de ça et qui se base notamment sur la théorie du donut. Donc évidemment, cet espace, il est fini, il est complet et on ne peut pas émettre une empreinte indéterminée sur cette planète qui nous donne déjà pas mal de choses. Alors ça, c'est un changement de paradigme assez fort. C'est surtout une manière de redéfinir le progrès. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la croissance, qui est toujours un truc qui crispe les personnes d'ailleurs. Comment on peut s'attaquer à la croissance? Alors, c'est pas le sujet. Il y a un différentiel à faire entre le PIB et la croissance, qui est déterminé par un certain nombre d'indicateurs qui sont discutables, et la définition du progrès. Le besoin de progresser en tant qu'humain, en tant que civilisation, en tant que société est essentiel. La manière de le faire n'est pas encore suffisamment claire aujourd'hui dans la société. Et on sait que maintenant, ce progrès, pour qu'il soit long-termiste et qu'il nous permette d'avoir une certaine pérennité des écosystèmes et de la vie sur Terre, il faut qu'il soit crédible. Donc ça, c'est notre cadre, ce sont nos contraintes. Donc il faut que ce soit crédible, mais il faut aussi qu'il soit attractif. Donc pour être attractif, eh bien, la meilleure manière, c'est de redynamiser nos imaginaires, d'essayer de se projeter dans des mondes à la fois bas carbone, dans des mondes où on puisse être davantage en harmonie avec les écosystèmes, comment on peut prendre soin davantage à la fois de nous, des autres et de tout ce qui nous entoure. Donc l'attractivité, ça se travaille, et le cadre aujourd'hui qui nous est proposé dans la société, eh bien, il rend attractif des choses qui ne sont plus crédibles, des choses qui, on le sait, dépassent l'entendement des limites de la planète. On a plein de possibilités pour faire ça.
Et on aime beaucoup citer, j'aime beaucoup citer Étienne Klein. L'idée du progrès suppose que le futur soit configuré à l'avance d'une façon crédible et attractive. Donc ça vous permet de résumer un peu la chose. Donc je vous invite à travailler votre imaginaire et votre manière d'envisager un monde futur dans un court terme ou dans un très long terme, pour pouvoir aussi vous mettre en mouvement de manière positive, parce que c'est quelque chose de super important. On a toujours avancé avec des contraintes sur Terre, c'est juste une contrainte supplémentaire aujourd'hui, mais en tout cas, on a plein d'espaces de créativité possibles, ça va nous occuper encore pas mal de temps, et autant essayer de trouver de la joie, de l'harmonie et du cœur à avoir envie de faire tout ça. Plein d'espaces de créativité nous sont disponibles. Voilà pour moi. J'aimerais vous poser une dernière question. Déjà, est-ce que vous aimeriez en savoir plus là-dessus? On a un peu dépassé le timing, mais on va essayer de clore pour pouvoir faire un échange de discussion entre nous. Alors, est-ce que vous souhaiteriez être davantage formé sur ces enjeux de transition? Là, c'est hyper compact, vous avez vu plein de choses. J'ai confiance que ça puisse être un peu une boule d'informations difficile à démêler, mais on peut prendre le temps aussi. Donc, est-ce que ça vous branche? Alors, ouais, carrément. Sinon, pourquoi pas, à voir quelle forme ça pourrait avoir. Ou bien franchement, non merci, là c'est bon, ça me suffit. Et puis en plus, j'étais déjà assez à l'aise, j'avais mis 5 étoiles tout à l'heure. Où est-ce que vous en êtes, vous? Alors on va regarder ça. On est sur 85% de personnes qui disent oui carrément. Eh ben, super, on va essayer de s'atteler à ça. C'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir proposer de prochaines échéances. Et est-ce que vous avez là déjà ici quelques thèmes que vous souhaiteriez aborder? Là, c'est pareil, c'est un peu une vision popcorn. Vous pouvez noter toutes les informations qui vous viennent à l'esprit. Si à l'issue de ces 45 minutes, presque 1 heure, vous avez eu des sujets que vous aimeriez creuser davantage, ça peut être sur le quoi faire ou sur des sujets de biodiversité, des sujets climatiques, des sujets d'activité précises. Je vous laisse prendre un peu de temps pour faire émerger des idées de votre côté. Ok, donc on a pas mal de choses. On va avoir du pain sur la planche. Ok, je vais clore cette activité pour qu'on puisse se figer à un moment donné une certaine image de ce que vous souhaiteriez évoquer. Alors, les solutions. Bah oui, les solutions, j'imagine bien, c'est forcément très important. Une fois qu'on a fait tout ce constat, les solutions, elles arriveront à plusieurs moments. Et notamment au moment de s'engager. S'engager, je vous rappelle, le cycle de RSB for Change vise à d'abord informer les personnes, leur faire prendre conscience des contraintes du cadre dans lequel on s'ancre et des enjeux écologiques de manière très large. Ensuite, permettre de s'inspirer, de voir ce qu'il est déjà possible de faire et ce qui est déjà fait ailleurs. Et enfin, passer à l'action de manière très concrète. Donc les solutions, on va pouvoir les évoquer, et les solutions, elles touchent absolument à toutes les activités dont on a parlé tout à l'heure, à la fois l'agriculture, la manière de se transporter, la manière de se loger, d'utiliser de l'énergie. Donc on va pouvoir parler de tout ça. Donc les pistes concrètes, ça se recouple là-dessus. Solution, ça revient pas mal de fois, donc très chouette, ça veut dire que vous êtes dans une dynamique positive de quoi faire et aller de l'avant. Les élections 2022. Alors ça, c'est super intéressant parce que je ne m'y attendais pas du tout. Merci de l'avoir proposé. Ça peut effectivement être un sujet un peu difficile à gérer, mais je pense que le challenge peut être remontable. RSE, activisme, agriculture, à quoi ressemblerait notre vie à 2 tonnes? Eh ben, très bien. Il y a un autre atelier qui s'appelle la fresque de la renaissance écologique, qui peut vous permettre de faire cet atelier de prospective-là et de vous imaginer dans un monde bas carbone et de voir quelles seraient les activités dans ce monde à 2 tonnes, qui est un monde qui, je vous le rappelle, est divisé par 50 d'empreintes. Ok, bah écoutez, super. De toute façon, on va garder tout ça. Moi, je vais pouvoir vous envoyer la résultante de ces slides. On va se faire une image et puis on va pouvoir revenir directement sur Teams. Donc, vous pouvez quitter Bicast sans problème. On peut remettre les caméras et puis on va pouvoir répondre à des questions, créer un échange, commencer un débat entre nous. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, la moindre remarque. C'est le moment. Donc déjà, merci. Merci d'avoir pris ce temps à la fois pour vous, pour nous, pour l'école, pour cette dynamique d'apprentissage. C'est toujours super chouette de partager ça avec vous. J'ai conscience que ça peut être un peu un coup parfois.
Mais c'est important de comprendre dans quoi on s'ancre pour pouvoir prendre des décisions et surtout proposer des solutions. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that.